Voilà, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Bultinguer, je suis médecin, spécialiste en gériatrie, en neurogériatrie. Et cet enregistrement est destiné à mes élèves de l'école de soins infirmiers de 3e année de Digne, à qui j'ai fait cours cet après-midi. Mais bon, voilà, tout le monde, open source, tout le monde peut, tous ceux qui sont intéressés par le sujet peuvent regarder cette vidéo. Donc j'ai déjà fait quelques enregistrements vidéo disponibles sur ma chaîne YouTube et je parle de ce que je connais, c'est-à-dire les maladies neuroévolutives, neurodégénératives et les troubles du comportement touchant le sujet âgé. Donc aujourd'hui on va traiter des troubles du comportement du sujet âgé dont j'ai rebaptisé le cours cette année puisque j'ai parlé pour la première fois de troubles neuropsychiatriques. Donc je vais basculer sur le diaporama. Alors c'est pas innocent si je parle de troubles neuropsychiatriques parce que finalement on est vraiment à la croisée des chemins entre la neurologie et la psychiatrie. Alors vous savez peut-être que jusque début 68, la neurologie et la psychiatrie ne faisaient qu'une seule et même spécialité, c'était la spécialité de neuropsychiatrie et les praticiens étaient des neuropsychiatres. Bien. Et probablement que, pour différentes raisons, probablement que finalement le point de vue était quand même très différent avec toute l'école freudienne. La psychiatrie était vraiment considérée comme une maladie fonctionnelle, alors que finalement la neurologie était plutôt considérée comme une maladie lésionnelle. Donc on a séparé les deux pathologies. Et je pense que peut-être que les psychiatres, j'avais interrogé un vieux psychiatre qui est décédé maintenant, qui a travaillé très longtemps, qui était un psychiatre emblématique de l'hôpital de Laragne dans le 05, Dimitri Karaoukiros. Et j'avais interviewé justement parce qu'il faisait partie de ces jeunes internes qui en 68 avaient milité pour la séparation l'individualisation des deux spécialités. Et ce que j'avais compris, c'est que déjà la psychiatrie était peut-être considérée un peu comme le parent pauvre, alors que l'aristocratie, c'était la neurologie. Et finalement, voilà, on avait deux courants très différents. Et en fait, alors c'est un divorce qui s'est très bien passé parce que personne ne s'est disputé les enfants ni les petites cuillères. Les neurologues ont pris tout ce qui était lésionnel. L'épilepsie, la sclérose en plaques, les AVC neurologiques. Et les psychiatres ont pris tout ce qui était fonctionnel, c'est-à-dire la dépression, les troubles bipolaires, ce qu'on appelait les troubles névrotiques, vocable qui est un peu disparu de la nomenclature, mais bon, ça existe toujours quand même, mais on ne parle plus de troubles névrotiques. Et bien entendu, les troubles psychotiques, premier chef, la schizophrénie. Et donc voilà, tout s'est très bien passé et on a eu l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression en connaissant un petit peu les deux spécialistes, que tout le monde se tournait le dos et qu'effectivement il y avait le divorce était consommé, il y avait les psychiatres d'un côté et les neurologues de l'autre. Bon, manque de chance quand on fait de la neurogériatrie, quand on s'occupe de pathologies neurodégénératives du sujet âgé, eh ben, on s'aperçoit que ces deux spécialités sont quand même relativement indissociables. C'est-à-dire que on va observer des troubles psychiatriques d'apparition très tardive, probablement favorisés par l'émergence de maladies neurodégénératives, chez des patients qui n'ont jamais connu la psychiatrie, qui n'ont jamais eu d'antécédents psychiatriques jusqu'à un âge avancé. Donc c'est difficile de dire que c'est des pathologies psychiatriques de novo, pourtant la présentation elle est très psychiatrique parfois. Et par ailleurs, quand on prend des troubles psychiatriques vieillis, c'est-à-dire des gens qui ont des schizophrénies, des troubles bipolaires qui arrivent à des âges très avancés, eh ben c'est l'archétype d'un vieillissement quand même prématuré, avec des patients qui ont de façon assez précoce
souvent avant 70 ans, des troubles cognitifs, des atrophies à l'IRM, des bilans neuropsychologiques qui sont pathologiques. Bon. Puis finalement, je crois que c'est en 2018, la spécialité de la psychiatrie du sujet âgé a été reconnue comme une spécialité à part entière. Donc voilà, on est très content de cette individualisation et de cette reconnaissance, parce que c'est vraiment la psychiatrie du sujet âgé. Je pense que c'est vraiment une spécialité qui mérite qui a toute sa place et qui mérite une individualisation tout à fait particulière. Et puis, on s'aperçoit, tout au moins, moi je travaille, donc je me suis présenté, je suis praticien hospitalier gériatre. J'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années, j'étais responsable d'un service de psychiatrie du sujet âgé qui faisait plus de l'UCC finalement que de la psychiatrie du sujet âgé. En tout cas, on avait les deux pathologies. Et pour des raisons diverses et variées, j'ai quitté le service, enfin j'y vais toujours une fois par semaine, et j'ai pris le parti d'essayer de soigner ces patients dans leurs EHPAD, tout au moins pour ceux qui sont en EHPAD, pour éviter des hospitalisations qui sont souvent évitables. Et finalement, la solution de facilité, c'était les mettre en service de psychiatrie de la personne âgée. Et on se rendait compte qu'on ne leur rendait pas forcément service à ces patients. Puis je suis également responsable de la consultation mémoire de proximité. Consultation mémoire labellisée à l'hôpital de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà, vous savez tout. Bon, on rebascule sur le diaporama. Alors, les troubles neuropsychiatriques, finalement, de quoi parle-t-on? On va parler... Excusez-moi, je bascule sur le diaporama. Voilà. On va parler de patients âgés qui vont présenter des manifestations ou psychiatriques ou comportementales, ou les deux, inhabituelles. Chez des patients âgés, alors le cut-off, c'est à peu près 65 ans, hein. En moyenne, la gériatrie commence à 65 ans, surtout si vous êtes polypathologique, et souffrant de maladies neurodégénératives, ou neurodégénératives ou psychiatriques, ou les deux. Et les hypothèses étiologiques, finalement, on part d'un dysfonctionnement de certaines zones cérébrales. Donc ça, c'est clairement montré dans les pathologies neurodégénératives, maladie d'Alzheimer, maladie à court de Lévy, démence frontotemporale. On est sûr même qu'il y a des modifications de régulation des neurotransmetteurs, de sécrétion des neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, l'acétylcholine. Et puis finalement, là-dessus se greffe une fragilité psychiatrique préexistante, une vulnérabilité génétique probablement, qui ne se serait peut-être jamais exprimée, en tout cas qui ne s'est pas exprimée de façon bruyante. En tout cas, le patient n'a jamais été repéré, entre guillemets, psychiatrique, ou tout au moins il est passé entre les mailles du filet. Et puis, avec l'émergence d'une maladie neurodégénérative, on va observer finalement une décompensation psychiatrique et on va observer des troubles psychiatriques, soit des troubles de l'humeur, soit des troubles authentiquement psychotiques, d'apparition très tardive, c'est-à-dire après 65 ans, chez des patients qui, jusqu'à présent, n'étaient pas connus du secteur de la psychiatrie. Alors, après ça, quand on parle de troubles de comportement, il faut savoir pourquoi un comportement est jugé comme un trouble, finalement, pourquoi un trouble du comportement devient troublant. Alors, soit ces comportements vont avoir des conséquences sur le patient, la famille ou l'institution. C'est une source de mauvaise qualité de vie pour le patient, à commencer par la dépression, hein, clairement. C'est également une source d'épuisement pour l'entourage, d'épuisement pour les aidants, de maltraitance pour le patient, de mauvaises pratiques, parce que effectivement, quand l'entourage, quand les aidants sont épuisés, on peut arriver à des attitudes qui sont maltraitantes quelque part. C'est un risque d'hospitalisation, d'entrée en institution, et puis on va également observer, je ne l'ai pas marqué sur la diapo, mais un épuisement des équipes, parce que la prise en charge est difficile. Alors, pour qui ce trouble du comportement va-t-il être troublant? Alors ça aussi, c'est intéressant de se poser la question de
finalement à qui ça pose problème. Le trouble du comportement peut être perturbateur pour le conjoint, sa famille, ses aidants. Je pense à l'insomnie, à l'apathie, on verra pourquoi. Le trouble du comportement est souvent perturbateur pour les soignants. Je pense aux comportements opposants ou violents pendant les soins, les refus de soins, les refus d'alimentation. Ça peut être perturbateur pour l'institution, le directeur de l'EHPAD, en particulier les cris, la déambulation, le risque de fugue, la désinhibition sexuelle. Ça, souvent, c'est mal vécu par le directeur parce qu'il va recevoir les plaintes des autres familles de patients. Les EHPAD sont des établissements payants. Hein, et effectivement, il y a des choses qui passent difficilement et on peut comprendre. Ça peut être perturbateur pour les autres patients. En particulier les intrusions intempestives dans les chambres, surtout la nuit, là aussi les cris, et puis les agressions des autres patients, il ne faut pas se voiler la face, ça peut arriver. Ça peut être perturbateur pour le directeur de l'hôpital, pour le cadre du service, le médecin du travail, s'il y a un épuisement des équipes, et puis des violences à répétition. Et puis il ne faut pas oublier qu'on ne devrait traiter, idéalement, que les troubles du comportement qui sont perturbateurs pour le patient lui-même. Et il n'y en a pas tant que ça, essentiellement dépression, anxiété et idées délirantes, peut-être hallucinations, on verra. Mais effectivement, il ne faudrait traiter idéalement que les troubles du comportement qui perturbent le patient. Voilà. Pardon, excusez-moi, je change de fenêtre. Alors, je vous propose de découper la prise en charge en 5 étapes. Aujourd'hui, sur ce premier cours, on va faire le repérage des troubles. Ensuite, on va voir comment on évalue la gravité et le retentissement des troubles. Ensuite, c'est peut-être le plus important, on va essayer de comprendre l'origine des troubles. Ensuite, on verra la prise en charge non médicamenteuse et enfin l'utilisation raisonnée des médicaments. Alors, le repérage des troubles, en fait, on va faire de la sémiologie, on va essayer de voir les signes cliniques de chaque trouble, afin de les reconnaître et de les décrire. Ensuite, on verra la gravité et le retentissement. Pour ça, on va utiliser des échelles d'évaluation validées. Ensuite, on verra un petit peu l'origine du trouble, donc les différents troubles neurocognitifs, en fait les différentes maladies neurodégénératives, les intrications psychiatriques, et on verra tous les facteurs prédisposants, précipitants, favorisant, déclenchant, aggravant le trouble du comportement. Ensuite, et dans la prise en charge, il faut toujours commencer par ça, la prise en charge non médicamenteuse qui nécessite une formation, une vraie compétence des soignants. Alors, petit bémol, il n'y a pas d'études qui montrent que la prise en charge non médicamenteuse, d'études sérieuses, de méta-analyses, tout ça, qui montrent qui ont une preuve suffisante de l'efficacité de la prise en charge non médicamenteuse. Ce n'est pas une raison pour ne pas en faire, mais c'est vrai que c'est difficile de prouver qu'on est efficace. Et en dernier lieu, quand on ne peut pas faire autrement, on va utiliser de façon raisonnée les médicaments psychotropes, d'abord en respectant les recommandations et en s'appuyant sur ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire les preuves scientifiques que l'on peut trouver dans la littérature médicale internationale. En fait, voilà, on va essayer de travailler sans faire n'importe quoi et en essayant d'utiliser les médicaments de façon raisonnée et surtout scientifique. Et il y a du boulot, on va dire. Alors, on commence par le repérage des troubles, donc la sémiologie et la description de chaque trouble. J'aime bien commencer par ce graphique, ça c'est une étude, alors j'ai pas retrouvé les références de l'étude, mais ça traîne partout, hein. C'est 4 études européennes qui ont été colligées. Et donc, dans la maladie d'Alzheimer, on a essayé de repérer la fréquence. Alors, à l'époque, on parle toujours de SPCD, c'est les symptômes psychologiques et comportementaux de la démence, donc évalués par les chaînes NPI, Neuropsychiatric Inventory, l'inventaire neuropsychiatrique. On verra, c'est le gold standard pour l'évaluation des troubles du comportement, global tout au moins, dans la maladie d'Alzheimer. Donc là, en fait, ils ont pris un panel de patients avec une maladie d'Alzheimer et ils ont essayé de repérer le pourcentage de troubles du comportement. Alors vous voyez déjà que c'est très fréquent
Et puis si vous faites le total de chaque trouble, bah, vous arrivez bien au-delà de 100%. Pourquoi? Parce que les troubles sont associés, souvent il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc le trouble le plus fréquent, c'est l'apathie. Et puis après ça, on va avoir les troubles plutôt de l'humeur, anxiété, dépression, des troubles plutôt comportementaux, l'agitation, l'irritabilité, les comportements moteurs aberrants. On a également des troubles des fonctions instinctuelles, le sommeil, l'appétit, et puis des troubles plutôt psychiatriques, le délire et les hallucinations. Vous voyez que les hallucinations, dans la maladie d'Alzheimer, c'est quand même assez peu fréquent. Et puis le moins fréquent, c'est l'euphorie. Et puis bon, c'est pas très dérangeant l'euphorie, si c'est juste une euphorie, si c'est pas témoin d'un virage maniaque. Mais bon, on en reparlera. Donc ces troubles sont réunis dans ce qu'on appelle l'inventaire neuropsychiatrique, ou le NPI, qui est une échelle qui est en anglais et qui a été traduit et validé en français par l'équipe du professeur Philippe Robert à Nice. Et donc j'ai repris les 12 troubles du comportement, je les ai classés un petit peu différemment. Bon, ça ne change pas grand-chose parce que c'est les mêmes troubles. Hein. Je les ai mis d'abord un peu en fonction de la fréquence que l'on retrouve sur ce graphique, avec l'apathie en premier. Et j'ai essayé de regrouper des grands syndromes. Alors, on va dire un syndrome de trouble plutôt de l'humeur, dépression, anxiété, euphorie, exaltation, des troubles des fonctions instinctuelles, sommeil, appétit, des troubles du comportement qu'on va appeler ou qualifier de positifs, parce que vous ne pouvez pas passer à côté, agitation, agressivité, irritabilité, instabilité, désinhibition, comportement moteur aberrant, et à la fin, des troubles de la sphère psychotique, les idées délirantes et les hallucinations, symptomatologie qu'on voit plutôt dans la schizophrénie, clairement, mais voilà, il est clair que dans ces maladies neurodégénératives, ça apparaît, et ça apparaît assez fréquemment, et il faut savoir ce qu'on va faire de tout ça. Donc on va prendre chaque trouble, on va commencer par les manifestations comportementales négatives. On n'en retient qu'une dans cette échelle, et on va parler de l'apathie, apathie ou indifférence. Alors, l'apathie ou l'indifférence, on peut la définir comme un trouble de la motivation. C'est un signe clinique qui est transnosographique, c'est-à-dire qu'on va retrouver de l'apathie dans la maladie d'Alzheimer, dans la maladie à corps de Lévy, dans les troubles cognitifs vasculaires, dans la démence frontotemporale et également dans la dépression. Donc vous voyez, c'est vraiment un symptôme ou un trouble qui n'est pas du tout spécifique d'une pathologie. Et toute la difficulté, ça va être de faire la différence entre une apathie qui est un symptôme ou tout au moins une manifestation de la dépression et qui va nécessiter un traitement antidépresseur, d'une apathie qui est une manifestation comportementale d'une maladie d'Alzheimer et qui ne nécessite pas de traitement antidépresseur, sauf s'il y a une dépression associée, bien entendu. Mais si vous traitez une apathie de maladie d'Alzheimer par un antidépresseur, par exemple sérotoninergique, vous risquez, dans le meilleur des cas, ça ne sert à rien, hein, et dans le pire des cas, vous aggravez l'apathie. Donc non, il faut être un peu précis. Alors la triade symptomatique de l'apathie qui est à connaître, vous avez une diminution des comportements dirigés vers un but, c'est l'inertie. Vous avez un déficit de la cognition dirigé vers un but, c'est le vide de la pensée. Et vous avez un déficit des émotions, c'est l'émoussement émotionnel. Donc la triade symptomatique de l'apathie, c'est l'inertie, le vide de la pensée et l'émoussement émotionnel. Très clairement, c'est un trouble du comportement qui n'est pas du tout dérangeant pour le patient en général, sauf encore une fois s'il est associé à une dépression, parce que les patients ne sont pas perturbés, ne s'ennuient pas quand ils sont apathiques. C'est un trouble du comportement qui n'est pas du tout dérangeant pour les soignants, bien au contraire. Le patient apathique, c'est plutôt une bénédiction dans les services, parce que c'est le patient qui ne demande rien, qui n'appelle jamais, qui ne réclame jamais rien. Et pourtant, c'est un patient qui a un trouble du comportement, mais qui est bien moins bruyant qu'une irritabilité ou une agitation avec des cris ou une déambulation.
Et en fait, quand on interroge le patient, on lui demande s'il s'ennuie. En général, le patient dit bah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Par contre, ce trouble du comportement est très dérangeant pour l'entourage. L'entourage le vit très très mal. Le conjoint, en général, ne supporte pas de voir la modification comportementale de sa femme ou de son époux. Lui ou elle qui était quelqu'un de si actif, si efficace, qui n'arrêtait pas, qui était toujours en action, ben voilà, regardez comme il est devenu, il passe ses journées au fauteuil, il fait plus rien, docteur, il faut faire quelque chose. Alors, il y a certaines hypothèses, certains arguments que l'on peut lire dans la presse médicale, qui auraient tendance à dire que l'apathie aggrave les troubles neurocognitifs. En d'autres termes, l'apathie serait un facteur péjoratif de mauvaise évolution des maladies neurodégénératives, en particulier de maladie d'Alzheimer. Je trouve que c'est un peu difficile d'affirmer ça. Alors, est-ce que l'apathie en elle-même aggrave la maladie d'Alzheimer, ou est-ce que le fait d'être apathique, c'est un élément de mauvais pronostic de la maladie d'Alzheimer? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça ne se traite pas. Hein. Alors, l'apathique, par rapport l'apathique de la maladie d'Alzheimer, vous pouvez le stimuler. En général, vous pouvez lui proposer une activité, et souvent il accepte, si ça lui plaît. Et il sera même très content de l'avoir fait. Alors que l'apathique de la dépression, il ne voudra pas. Et il ne faudra pas le faire. Mais une fois que la stimulation s'est arrêtée, on repart dans l'apathie. Bon. Retenez que ce comportement doit être repéré, peut-être sans doute pour faire un diagnostic différentiel entre une complication comportementale d'une maladie neurodégénérative et un trouble de l'humeur style de type dépression, mais que ça ne se traite pas et qu'effectivement la souffrance de la famille doit être traitée par une éducation thérapeutique. On doit apprendre à la famille la cause, l'origine du trouble, l'absence de solutions médicamenteuses, de façon à ce que le trouble soit mieux toléré par la famille. Ça, c'est vraiment possible. Alors ensuite, on va parler des troubles psycho-affectifs. Donc c'est des troubles, globalement, des troubles de l'humeur, hein, des troubles affectifs. Donc au premier chef, la dépression dysphorie, ensuite l'anxiété, et ensuite l'exact opposé de la dépression dysphorie, c'est-à-dire l'euphorie ou exaltation de l'humeur. Alors on verra que l'euphorie et l'exaltation de l'humeur, d'abord c'est pas fréquent dans les maladies d'Alzheimer, puis c'est surtout pas très dérangeant, mais peut-être qu'il faut repérer là-dedans, vérifier que c'est pas un accès maniaque ou un accès hypomaniaque, et ça c'est pas la même affaire. Alors on commence par le trouble finalement le plus fréquent par ordre d'apparition suivant notre graphique, hein, je vous remonte mon petit graphique, vous voyez en 2, donc 55% de patients dans l'étude avaient une apathie, et 50% de patients avaient une dépression et 42% de patients avaient une anxiété. Donc c'est pas rien quoi. Donc effectivement dépression, anxiété, ça vaut le coup qu'on s'y intéresse un peu, surtout qu'on a moyen d'agir. Alors la dépression du sujet âgé est une pathologie très fréquente. Elle est souvent banalisée. C'est normal d'être dépressif quand on est vieux, j'entends ça souvent. Tout à l'heure en cours, c'est un peu ce que j'ai perçu, c'est que vous aviez l'impression qu'effectivement, être vieux, ne plus être utile, ne rien faire de ses journées, finalement, c'était très très dépressiogène, et finalement, c'était peut-être pas normal d'être dépressif quand on est vieux, mais c'était finalement habituel. Mais non, parce que c'est fréquent, mais c'est pas systématique. Et on voit fréquemment des patients âgés, dépendants, qui vivent seuls, qui auraient toutes les raisons d'être dépressifs et qui ne sont pas dépressifs. Donc je crois qu'il faut rester vigilant et être suffisamment aux aguets et être suffisamment précis pour diagnostiquer la dépression et la traiter, parce que comme c'est banalisé, c'est insuffisamment diagnostiqué et c'est surtout sous ou maltraité. C'est qu'on ne met pas les bons traitements, où on ne met pas les bonnes doses, où on ne se fixe pas des objectifs suffisamment, où on n'atteint pas les objectifs, bref, ça va pas ça. Alors, la présentation est vraiment très inhabituelle chez le sujet âgé, et puis probablement ce qui complique tout, c'est l'intrication dépression-démence qui est hyper fréquente, et qui rend le diagnostic très très compliqué à poser.
difficile, vraiment difficile de poser un diagnostic de dépression chez un patient qui a une maladie d'Alzheimer et qui a un trouble neurocognitif majeur. Voilà, si c'est un trouble léger, un MMS supérieur à 20, bon, voilà, on peut l'interroger et tout. Quand ça devient inférieur à 15, enfin moi j'ai du mal, hein, je reconnais que voilà, faire la part des choses entre les effets comportementaux de la maladie d'Alzheimer, du trouble neurocognitif majeur, et les conséquences cliniques de la dépression, c'est pas facile. Et il y a vraiment un chevauchement important. Alors, il faut retenir que le noyau dépressif, il s'appuie sur 3 symptômes maîtres dans le diagnostic de la dépression: la tristesse, l'anédonie et le ralentissement. Alors, tristesse, ça vous parle, ralentissement aussi, je suppose. Anédonie, peut-être un peu moins. C'est le fait de ne pas éprouver de plaisir. L'hédonisme, c'est ressentir du plaisir. Aprivatif, anédonie, absence de plaisir. C'est pas une absence d'envie, hein, pas pareil. C'est que rien ne vous fait plaisir. Alors, quelle est la clinique de la dépression en général? Pas spécialement chez le sujet âgé. Donc, on retrouve ce trépied syndromique: orientation dépressive de l'humeur, tristesse, douleur morale, perte de l'élan vital, négligence de soi, des autres, de l'environnement, perte des plaisirs, donc l'anédonie, ce qu'on vient de voir, difficulté, diminuée ou perte d'intérêt pour toutes les activités qui faisaient plaisir avant, et puis surtout une perte de sensibilité aux affects positifs. Un dépressif va rester très très sensible aux affects négatifs et n'aura plus aucune sensibilité aux affects positifs. Et puis un ralentissement qui va être à la fois psychique et moteur, et ce ralentissement va être aggravé par les stimulations et va entraîner un abandon complet des efforts. Le patient dépressif n'est plus capable de faire d'efforts. Ensuite, la symptomatologie on peut retrouver des signes psychiques: l'anxiété, l'asthénie, la fatigabilité, la perte d'énergie et les troubles des fonctions cognitives. Alors, l'anxiété, moi je vois de temps en temps dans les observations hospitalisés pour troubles anxio-dépressifs. Faudrait savoir, c'est un trouble anxieux ou c'est un trouble dépressif? C'est pas pareil. Un patient qui rentre pour un trouble anxieux n'a pas de raison d'être dépressif. Donc c'est un trouble anxieux. Et un patient qui rentre pour un trouble dépressif peut avoir une anxiété, mais pas systématique. Et à ce moment-là, si le patient a une tristesse, une anédonie, un ralentissement et une anxiété, c'est une dépression. Un trouble anxieux-dépressif. J'ai l'impression que c'est une espèce de fourre-tout, là. Donc l'anxiété, on verra après ce que c'est que l'anxiété, l'asthénie, la fatigabilité, la perte d'énergie. Donc ça, c'est des signes très forts chez le sujet jeune. Vous voyez tout de suite que chez le sujet âgé, le patient âgé a plein de raisons d'être asthénique, fatigabilité, de ne plus avoir d'énergie. Donc là, déjà, on touche du doigt la difficulté diagnostique. Trouble des fonctions cognitives, trouble de la mémoire, trouble des fonctions exécutives. Alors là, chez un patient qui a un trouble neurocognitif, qu'est-ce qui vient de la dépression et qu'est-ce qui vient de la maladie neurodégénérative? Ensuite, on va avoir des idées délirantes. Donc là, on est plutôt sur des dépressions sévères, qu'on appelle soit des dépressions à caractéristiques psychotiques, soit même ce qu'on appelle la mélancolie. Alors la mélancolie, c'est pas la douce mélancolie de Baudelaire, hein, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est sans doute les formes les plus sévères et les plus graves de dépression. Donc on va avoir des idées délirantes avec un sentiment d'inutilité, de honte, d'indignité. Alors un de vous tout à l'heure me disait oui, effectivement les patients âgés sont inutiles. Oui, j'irai pas jusque là, ils sont moins utiles qu'avant, bien entendu, mais là c'est un sentiment exagéré d'inutilité. Vous êtes toujours utile, vous êtes toujours aimé par votre famille, par vos enfants, vos petits-enfants. On ne peut pas dire que vous êtes inutile, c'est pas vrai. Là, le patient a vraiment l'impression de... Le discours, c'est je pourrais disparaître, la Terre ne s'arrêtera pas de tourner. Oui, moi aussi, hein, je pourrais disparaître. Quand je disparaîtrai, la Terre ne s'arrêtera pas de tourner. Hein. Pourtant, je me sens utile là. Bon, au moins maintenant. Ouais. Voilà. Donc le sentiment d'inutilité, c'est un sentiment exagéré. Donc on peut qualifier d'idée délirante. Sentiment d'incurabilité, de ruine. Et puis à l'extrême, le sentiment de négation d'organes. J'ai plus de cœur, j'ai plus d'estomac, j'ai plus d'intestin, ce qu'on appelle le syndrome de Cotard. Ça, c'est vraiment des formes très 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 sévères de dépression. On en voit. Hein.
J'avais un patient qui me disait ça fait 3 mois que je n'urine pas. Mes organes ne fonctionnent plus, ma vessie ne fonctionne pas, mes reins ne fonctionnent pas, et puis c'est remplacé par une barre. Là, alors il me montrait la région suspubienne, il me disait j'ai une barre métallique avec du béton, donc voilà, métallique, béton armé, et c'est pour ça que ça ne marche plus. Puis il m'avait dit après ça que les intestins non plus ne marchaient pas. Ça nombre de Cotard. Sentiment d'incurabilité, de ruine, de honte, d'indignité. J'avais une patiente qui m'avait dit mais pourquoi vous me donnez tous ces médicaments? Ça va coûter très cher. Arrêtez de me donner ces médicaments, je ne les mérite pas. Donc voilà. Ensuite, on voit souvent, et ça c'est vraiment fréquent chez les patients âgés, des plaintes somatiques, des plaintes douloureuses, douleurs abdominales, douleurs de la cavité buccale, la bouche en feu, la bouche brûlante, la glossodynie, douleurs du rachis, et puis des manifestations hypocondriaques. Donc les manifestations hypocondriaques, c'est plutôt la crainte, ou la conviction plutôt, pas la crainte, la conviction d'être atteint de telle ou telle maladie. Enfin, on va observer tout au moins des troubles des fonctions instinctuelles. Donc l'instinct, c'est l'instinct de reproduction, hein, la survie de l'espèce. Sommeil, appétit, libido. Sommeil, soit insomnie, soit hypersomnie, souvent un réveil matinal. Troubles de l'appétit, boulimie, chez les patients âgés plus souvent anorexie, et troubles de la libido. Alors bon, clairement, ces troubles des fonctions instinctuelles, chez le sujet âgé, c'est difficile à repérer. Parce que c'est rare de voir un patient âgé qui n'a pas de troubles du sommeil, avec des réveils nocturnes, des éveils pour aller uriner, éventuellement des difficultés de réendormissement, un réveil matinal. C'est rare de voir un patient âgé qui n'a pas un peu des troubles alimentaires, avec une perte tout au moins un amaigrissement, une diminution de l'appétit. Et puis bon, les troubles de la libido, même si la libido existe chez certains sujets âgés, clairement, autant je pense que chez un sujet jeune, c'est vraiment emblématique, autant chez un sujet âgé, c'est anecdotique, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, les troubles des fonctions instinctuelles, on peut difficilement s'appuyer dessus. Et puis on a des troubles du comportement, une agitation, une prostration, une opposition, une agressivité, une hostilité, une irritabilité. Donc ça, attention, hein, c'est vraiment des manifestations comportementales qui peuvent être des signes de ce qu'on appelle les dépressions à masse, qu'on verra après. On voit de temps en temps des conduites régressives avec des patients qui vont demander du maternage, qui vont régresser véritablement. Et puis, évidemment, hein, le pire, les idées suicidaires, l'envie passive de mourir, et puis les passages à actes suicidaires. Je rappelle, on verra ça dans la deuxième partie du cours, que c'est la complication majeure et la plus grave, évidemment, de la dépression, c'est le passage à acte suicidaire. Alors, les particularités de la dépression chez le sujet âgé, la tristesse peut être absente. Ça, il faut le savoir, la tristesse n'est pas toujours présente, alors que, en général, dans la définition typique de la dépression, le psychisme est nimbé de tristesse, il y a une espèce de voile de tristesse qui est permanent. Chez le sujet âgé, on peut voir des dépressions sans tristesse, tout au moins au premier plan. Le ralentissement, donc on a vu que c'était fréquent, hein, il y a plein de comorbidités qui peuvent entraîner un ralentissement, la maladie de Parkinson, des douleurs arthrosiques, bon. Donc peu spécifique quand même du sujet âgé. Troubles de l'appétit, troubles du sommeil peu spécifiques, on a vu. Fréquence des plaintes somatiques, hein, ça attention, j'insiste là-dessus. Les plaintes douloureuses, les plaintes d'asthénie, les plaintes sur le mauvais état général, il faut penser à la dépression. Des comportements d'autodestruction, avec des patients qui ont tendance à se mettre en danger, qui font des chutes à répétition. On a l'impression parfois, on a presque l'impression que c'est des équivalents suicidaires. Hein. Voilà, des patients qui chutent, qui se mettent en danger, méfiez-vous de ça. L'agitation, l'agressivité, les comportements hostiles, on a vu. La passivité, les conduites régressives, et puis les idées délirantes de ruine, d'auto-accusation, de culpabilité, d'incurabilité. On doit penser
on doit penser à la dépression quand on a ce type de manifestation chez un sujet âgé. Alors enfin, on décrit des dépressions du sujet à masque. Alors je dois rendre hommage à un de mes maîtres, le professeur Jean-Pierre Clément, parce que c'est le professeur Clément qui est à Limoges, un des pionniers de la psychiatrie du sujet âgé. Et c'est Jean-Pierre Clément qui m'a appris, qui nous a appris qu'effectivement la dépression du sujet âgé pouvait revêtir des masques inhabituels. Le masque somatique, avec des plaintes sur le sommeil, sur les douleurs digestives, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, la bouche en feu, la glossodynie, donc des douleurs de la langue, de la bouche, l'asthénie, l'altération de l'état général. Un peu différent le masque hypochondriaque, où le patient se plaint d'un mauvais fonctionnement digestif, d'un mauvais fonctionnement urinaire. Là aussi, on retrouve la bouche en feu, des demandes d'examen. Le patient peut avoir la conviction d'avoir telle ou telle maladie et donc se plaindre en permanence de ce type de pathologie. J'en ai une dans le service qui a exactement ce type de pathologie et qui a une espèce de perplexité anxieuse en me disant « mais si cette nuit, j'arrive pas à dormir, et si cette nuit, j'ai mal au ventre, et si cette nuit, qu'est-ce qui va se passer ?» Voilà. Ça, c'est des dépressions assez sévères à masque hypochondriaque, des dépressions à masque délirant, délire de préjudice, de persécution, de la jalousie, de ruine, des dépressions à masque hostile où le patient va être agressif, irritable, un comportement méfiant, un comportement quérulent, qui cherche querelle. Souvent un patient qui va se montrer agressif pendant les soins, des patients difficiles à prendre en charge. Donc une dépression à masque anxieux où l'anxiété est au premier plan, mais voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut rechercher une anxiété sous-jacente. Une dépression à masque démentiel. Alors, certains de mes profs disent que ça n'existe pas. Moi, je ne suis pas complètement d'accord, parce que effectivement, on a quand même l'impression qu'il y a des patients. L'argument, c'est de dire en fait, c'est des maladies d'Alzheimer qui vont décompenser. Peut-être. Mais on a quand même l'impression qu'il y a des patients qui ont une atteinte des fonctions cognitives avec un potentiel d'amélioration, voire de normalisation, je vais vous le montrer après, sous antidépresseurs, sans qu'il y ait forcément une maladie neurodégénérative. Enfin, les dépressions à masque cognitif, donc c'est des patients qui ont un trouble de la motivation, donc une démotivation, un désengagement affectif, une négligence de soi, d'autrui, de l'environnement. Donc voilà, c'est des dépressions avec une apathie finalement. On reprend les signes de l'apathie qu'on a vu tout à l'heure, à savoir l'inertie, diminution des comportements dirigés vers le but, le vide de la pensée, déficit de la cognition dirigée par un but, et enfin l'émoussement émotionnel, le déficit des émotions. Donc dans la dépression à masque cognitif, on retrouve ces éléments de l'apathie. Alors il peut être utile de caractériser la dépression grâce aux critères DSM-5. Si vous voulez bien, je reviendrai sur cette diapo quand on fera l'évaluation des troubles. Mais globalement, vous voyez, quand on lit les critères, on retrouve tout ce que je viens de vous dire. Alors, petite vignette pour vous parler d'un patient que j'ai reçu dans mon service au pavillon Regain il y a 8 ans. Quand je la reçois, elle avait 80 ans et elle a été diagnostiquée maladie d'Alzheimer parce que effectivement la présentation paraît très déficitaire et puis ils ont été lui faire une ponction lombaire. Donc c'était pas dans mon hôpital, c'était dans un autre hôpital, hein, je dirais pas où, je ne veux pas balancer. Et la ponction lombaire, quand même, je regarde les résultats, parce qu'on me la présente sur un plateau, on dit ah ouais, maladie d'Alzheimer avec ponction lombaire. Oui, d'accord, mais regardons de près. Bêta-amyloïde normal, A. Et puis il y avait effectivement une fausse photo très légèrement élevée. Bon, c'était pas. Oui. Bon, peut-être une discrète taupathie, peut-être une discrète neurodégénérescence, mais pas d'amyloïdopathie. Donc aujourd'hui, sur les critères publiés par Bruno Dubois, on dirait qu'on est dans le continuum de maladie d'Alzheimer.
moi j'irais pas dire que c'est une maladie d'Alzheimer sur les résultats de cette PL. La présentation est inhabituelle, inhibition totale, une patiente qui est figée, très peu d'expression, très peu d'émotion faciale, très peu d'expression faciale, très peu de mouvement, et un sentiment de culpabilité majeur. Mutique, quand on ne lui parle pas, elle ne parle pas, des troubles cognitifs sévères, et puis j'arrive à lui faire dire qu'elle a fait du mal à son mari. Donc elle s'en veut parce qu'elle a fait du mal à son mari. Alors j'essaie de faire préciser, je ne peux pas vous dire, mais j'ai fait du mal à mon mari. Bon. Donc on y va, on fait le bilan, on fait une IRM normale, une IRM cérébrale qui est normale. Alors, je crois qu'on ne voit pas la souris, mais vous voyez en haut, à droite, vous avez l'IRM, et à gauche, vous avez un trou là. Là, il y a une lacune temporale antérieure. Droite, c'est inversé. Bon. Et donc ça, je ne sais pas. Peut-être que ça joue, hein. Mais voilà, on ne voit pas ça dans un Alzheimer. En dessous, vous voyez les hippocampes. Et donc sur la coupe que j'ai sélectionnée, les hippocampes sont magnifiques. Il n'y a pas de leucoariose, il n'y a rien. Bon, il faudrait voir toutes les coupes, mais l'IRM, en dehors de cette lacune temporale, elle était considérée par mes collègues, neurologues, radiologues et moi-même comme normale. On fait une scintigraphie, donc on injecte du glucose radioactif et on retrouve une hypoperfusion. Donc un alors à l'époque on faisait, je sais pas si peut-être que c'était effectivement c'était des scintigraphies de perfusion, c'était pas des 18 FDG. Bref, on a une hypofixation du radiotraceur frontale et temporale antérieure bilatérale. Donc c'est pas que la lacune. Bon, c'est pas du tout le pattern d'hypofixation qu'on voit dans une maladie d'Alzheimer, où en général, toujours on voit pas la flèche, hein, mais c'est les carrefours qui sont touchés, c'est par là quoi. C'est le carrefour temporo-pariéto-occipital qui est touché, ce qu'on appelle les aires associatives polymodales, ça hypofixe à ce niveau-là. Bon, évolution spectaculaire sous antidépresseurs. Bon là c'est un peu, je fais un raccourci parce que ça a duré plusieurs mois cette affaire-là. Parce qu'on l'a bourré d'antidépresseurs. Je crois qu'elle avait du Norset, namirtazépine, 45 mg. Elle avait de la venlafaxine. On y était petit à petit, évidemment. Hein. Je me demande si on n'avait pas monté à 300 mg de venlafaxine. Elle était hospitalisée. Et elle était sous antipsychotique parce qu'elle avait toujours des idées délirantes. Bon, ça a mis du temps. Mais elle est sortie de sa dépression. Et elle est sortie de l'hôpital. Nickel. MMS 30 sur 30. Bon. Je la suis, je la vois tous les 6 mois, ça va bien. On refait une scintigraphie quand même, et puis la scintigraphie cérébrale de contrôle est normale. Donc on s'éloigne de plus en plus de la maladie d'Alzheimer. Et puis, comme c'était le premier épisode dépressif, après au moins plus d'un an de traitement de maintenance, après la disparition totale des symptômes, je me permets de baisser petit à petit le traitement antidépresseur, qui était quand même toujours très costaud, hein, et puis je finis par l'arrêter. Elle est bien. Donc, youpi, tout va bien. Et puis, un beau jour, je la vois en consultation, et à nouveau, le masque. Voilà. Donc, j'ai tout de suite vu qu'elle replongeait. En fait, elle avait perdu son petit chien, et puis ça avait déclenché une dépression. Et, donc, c'était très fragile. Hein. Donc, on remet les traitements antidépresseurs. On arrive à ne pas l'hospitaliser. On reprend, dans ces cas-là, la consigne, c'est que quand un traitement antidépresseur a marché, on reprend le même. Je fais ça. Et ça marche. Et puis, je la vois 1 à 2 fois par an. Et puis, depuis 8 ans, tout va bien. Elle n'a aucun trouble cognitif. Elle a toujours un MMS, alors peut-être plus 30 sur 30, mais peut-être 28 sur 30. En tout cas, le profil n'est pas... Je crois qu'elle perd 1 ou 2 points en calcul mental. Tout au plus. Mais l'orientation temporo-spatiale, le rappel des 3 mots, nickel. Donc, le diagnostic final, c'est une dépression sévère, dépression à caractéristiques psychotiques, ce qu'on appelait avant une mélancolie délirante, qui a mis beaucoup de temps à guérir, mais qui a guéri. Donc voilà, pour moi, un exemple de dépression à masque démentiel, parce qu'effectivement, on pouvait vraiment partir
légitimement sur un diagnostic de maladie d'Alzheimer si on n'avait pas été un peu précis, quoi. Et c'est certain que si on ne l'avait pas mis sous antidépresseur, ça ne se serait pas amélioré. Alors ensuite, on va passer à l'anxiété, donc le deuxième trouble psycho-affectif, également très fréquent, hein, le troisième dans l'ordre de fréquence. Donc je pense qu'il faut déjà définir un peu ce qu'est l'anxiété. L'anxiété, ça va être un trouble émotionnel, donc on est bien sur les émotions, se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité, d'inquiétude, une inquiétude sans objet et une angoisse incontrôlable. Alors bien souvent, c'est quand même très conditionné par la personnalité prémorbide. Il y a des gens qui naturellement sont anxieux et d'autres qui naturellement ne le sont pas. Bon, donc clairement, effectivement, les gens qui ont un tempérament anxieux ont probablement un risque ou une propension plus importante à développer une anxiété. On voit très bien qu'on n'est pas tous égaux, parce qu'il y a des gens qui, effectivement, ne développent jamais d'anxiété, même au plus fort des difficultés les plus... Voilà, je sais pas, si on prend en ce moment l'Ukraine, bah voilà, probablement qu'il y en a qui, malgré tout ce qui se passe, toute l'incertitude, la guerre et tout, s'en sortent mieux que d'autres. Bon. Alors, on va différencier un petit peu la peur, le stress, l'anxiété et l'angoisse. Déjà, anxiété et angoisse, la distinction, elle est quand même franco-française, parce que dans la littérature internationale, je ne crois pas qu'on fasse cette distinction, et le terme qu'on retrouve, c'est anxiety. Donc, en parlant de anxiety, on parle de façon indifférenciée d'anxiété ou d'angoisse. La peur, c'est une émotion intense ressentie en présence d'un danger, donc vous avez tous ressenti au moins une fois dans votre vie la peur, et la peur est un élément qui vous protège, parce que voilà, si vous n'avez pas peur, c'est que vous êtes inconscient, tout simplement, face à un danger. Si vous ne ressentez pas la peur, c'est qu'il y a un problème. Le stress, c'est un état d'adaptation face à un danger ou une épreuve, et le stress est essentiel à la survie de l'espèce. Hein. Le lapin ou le lièvre qui se fait attaquer par le renard a sacrément intérêt à être stressé, parce qu'il doit prendre une décision de façon extrêmement rapide qui va conditionner probablement sa survie. Soit il part le plus vite et le plus loin possible pour essayer d'échapper au renard, soit il fait le mort en ne bougeant pas, en espérant que le renard ne le voit pas. Mais il n'a pas une demi-heure pour prendre cette décision. Et puis une fois que la décision est prise, quelle que soit la décision, il ne faut pas revenir dessus. Hein. Bon. Donc ça, c'est des éléments, je dirais, d'adaptation, c'est pas pathologique. Par contre, j'ai été stressé, et devant l'examinateur, j'ai perdu tous mes moyens, je ne savais plus rien. Là, ça devient pathologique. Là, on commence à être vers l'anxiété, quoi. L'anxiété, ça va être un souci ou exagéré, ou même un souci sans objet, finalement, un état d'appréhension, un sentiment d'insécurité, donc où effectivement il y a une cause, vous avez des raisons d'être anxieux, mais la réaction anxieuse dépasse la cible finalement, où il n'y a aucun objet, et au dernier, le plus sérieux finalement, c'est l'angoisse. L'angoisse psychotique, c'est une espèce de... Enfin, c'est un vécu douloureux, une sensation de désarroi sans fin, un sentiment de mort imminente qu'on peut voir, ce que ressentent probablement certains psychotiques. Alors, une des théories, c'est qu'effectivement, la peur, le stress, c'est des émotions qui sont gérées par une structure assez archaïque qu'on appelle l'amygdale. Et normalement, c'est régulé. Hein. Vous avez peur, vous êtes stressé dans des conditions particulières. Et quand ça dépasse ces conditions-là, bah, probablement que le système s'emballe, se déclenche tout seul et s'emballe, sans stimulus de peur ou sans stimulus de stress, et qui entraîne ce sentiment d'anxiété, d'angoisse, sans doute très désagréable à vivre. En tout cas, source de mauvaise qualité de vie.
Chez le sujet âgé a plein de raisons d'être anxieux. Anxiété face à la dépendance, à la perte d'autonomie, face aux maladies, la peur d'être malade, la peur d'avoir mal, la perspective de la mort, la peur de mourir. On peut également retrouver l'anxiété dans des difficultés d'adaptation en lien avec des troubles cognitifs, en lien avec des modifications environnementales, par exemple une entrée en institution. Et puis, on s'aperçoit que le patient a peu de ressources adaptatives. En tout cas, en vieillissant, les ressources adaptatives diminuent, au moment où, au contraire, il en faudrait beaucoup des ressources adaptatives pour s'habituer à tous ces changements, à toutes ces pertes. Et si les ressources adaptatives sont débordées et dépassées par les modifications, par les traumatismes, par les stress, eh ben, ça peut favoriser le développement de l'anxiété. Et puis, un symptôme très fréquent que l'on voit, tous ceux qui ont travaillé en EHPAD ou tout au moins en gériatrie le connaissent, et même tous les parents le connaissent également chez les enfants, c'est cette angoisse de fin d'après-midi, ce qu'on appelle le sundowning syndrome, le syndrome du coucher du soleil. Alors je trouve que c'est pas très bien nommé parce que ce soit en hiver ou en été, dans nos latitudes, le soleil ne se couche pas tout à fait à la même heure, et pourtant l'apparition du sundowning syndrome se fait toujours à la même heure, vers 16, 17, 18 heures. Bon. Et donc on a une montée d'anxiété en fin de journée, et avec effectivement une anxiété qui monte, qui souvent peut être communicative. On voit souvent, enfin dans mon service, on voyait souvent une agitation en fin d'après-midi, c'était très très net, et c'est ce qu'on appelle le sundowning syndrome. Donc c'est probablement, sur les 24 heures du nictémère, c'est probablement le moment où l'anxiété peut apparaître. Alors, un petit focus sur l'anxiété et les maladies d'Alzheimer et les maladies à corps de Lévy. Il faut savoir, on avait vu ça l'an dernier, que l'anxiété, comme les troubles du sommeil, comme la dépression, peuvent être des manifestations prodromales de maladies d'Alzheimer et de maladies à corps de Lévy. Donc, c'est des symptômes qui vont apparaître avant le diagnostic, avant même qu'on puisse détecter la maladie. Alors, évidemment, si on fait une ponction lombaire, on va peut-être la trouver, mais on ne va pas proposer de ponction lombaire à tous les patients qui vont développer une anxiété tardivement, et qui se plaignent un peu de leur mémoire. Et effectivement, au début de la maladie, la plainte mnésique est maximum, parce qu'au niveau de la métacognition et de la métamémoire, le patient se rend compte, prend conscience de ses difficultés de mémoire, et donc la plainte est maximum finalement. Et on va voir apparaître des troubles anxieux ou des troubles dépressifs qui vont probablement motiver une surexposition aux benzodiazépines. Alors l'étude PACWID, qui est une étude prospective qui a débuté début 2000 dans le sud-ouest de la France, je crois que c'est la Dordogne et la Gironde, a essayé d'abord de dénombrer le nombre de patients atteints de troubles neurocognitifs en France, à 900 000, voilà, on sait. Et ensuite, on sait depuis PACWID en fait, et ensuite a essayé de repérer des facteurs de risque et des facteurs de protection de la maladie d'Alzheimer. Et un des facteurs repérés, c'est l'exposition aux benzodiazépines. Alors, le message qui est passé, qui est peut-être on va peut-être un peu vite en besogne, les benzodiazépines donnent la maladie d'Alzheimer. Ouais. L'hypothèse, il y aurait une contre-hypothèse finalement, ce serait que la maladie d'Alzheimer prodromale, ou la maladie à corps de Lévy prodromale, c'est pareil, vont entraîner l'apparition d'une anxiété qui va motiver la prescription de benzodiazépines, et c'est cette prescription de benzodiazépines qui va être interprétée comme, en tout cas, on va observer que les patients qui ont une maladie d'Alzheimer sont plus exposés à une prescription de benzodiazépines que les autres. Ça, c'est factuel. Ensuite, il faut savoir que l'amnésie fait partie des 5 effets des benzodiazépines. Je rappelle les 5 effets. Anxiolytique, oui, c'est ce dont on parle, ça joue contre l'anxiété, ça marche bien. Hypnotique, oui, ça fait dormir. Myorelaxant, ça relaxe les muscles. Il y a quelques années, il y avait un médicament qui s'appelait le Myolastan. Le Myolastan, c'était une benzodiazépine. Et donc les gens qui avaient des contractures musculaires, on les mettait sous Myolastan.
Ensuite, quatrième effet antiépileptique. Quand un patient fait une crise d'épilepsie, souvent on fait, avant on faisait du Valium, quand j'étais jeune interne on faisait une IM de Valium, maintenant on peut faire du Rivotril. En tout cas c'est le traitement, souvent un traitement d'urgence de la crise d'épilepsie. Et le dernier effet, c'est l'amnésie. Et effectivement l'amnésie est un des effets, non pas un des effets secondaires des benzos, c'est un des 5 effets des benzos, et c'est un des effets qui est recherché en chirurgie, tout au moins en anesthésiologie. Dans le cocktail d'anesthésie, je crois, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais de mon temps, les anesthésistes mettaient toujours un peu de benzo, parce que si jamais le patient avait mal, il n'en gardait pas le souvenir. Et puis il y avait, voilà, en tout cas ça faisait partie de ce que l'on donnait aux patients. À l'époque, on n'avait pas encore les Pnovel, il me semble, et je ne sais pas si ça se donne toujours, mais c'était du Pentotal, hein, ça s'appelait, le nom du médicament, c'était le Nesdemal, et c'était la drogue d'anesthésie qu'on donnait, qui entraînait, qui induisait le sommeil, et on rajoutait à ça les benzos, plus des curarisants, des myorelaxants, et évidemment de la morphine. Donc voilà, alors, responsabilité de la consommation ou de l'exposition prolongée aux benzodiazépines dans l'émergence de la maladie d'Alzheimer, pas certain. Dernier trouble du comportement, l'euphorie ou l'exaltation de l'humeur. Donc c'est l'exact opposé de la dépression, c'est le versant euphorique, l'humeur enjouée, l'exaltation maniaque, la désinhibition, la réduction du sommeil ou de l'insomnie. Alors attention, ça peut être favorisé par certains traitements, la cortisone, des traitements antidépresseurs, on décrit des virages maniaques ou des levées d'inhibition anxieuse sous antidépresseurs, des traitements de la maladie de Parkinson ou avant des anti-Alzheimer, qu'on ne donne plus beaucoup maintenant, en tout cas oui, des traitements anti-parkinsoniens, ça peut favoriser l'euphorie. Alors clairement, dans la plupart des cas, dans la maladie d'Alzheimer, c'est pas méchant, hein, c'est des patients qui vont être un petit peu, voilà, un peu anormalement enjoués, qui vont vous sortir des blagues à 2 balles. Bon, c'est pas méchant. Attention, il ne faudrait pas que finalement ce soit un accès maniaque. Alors, accès maniaque, je pense que vous le repérerez, parce qu'il y a une insomnie sans fatigue qui peut durer plusieurs nuits. Mais un accès hypomane, ça peut passer, on peut ne pas le repérer. Et donc attention à ce que cette euphorie finalement ne soit pas le signe d'un trouble bipolaire qui dans ce cas-là nécessite un traitement régulateur de l'humeur. D'abord un arrêt des antidépresseurs et l'introduction, si ce n'est pas le cas, d'un traitement régulateur de l'humeur, alors que voilà, l'euphorie, l'humeur enjouée du patient Alzheimer, il ne nous dérange pas, donc on va pas aller le traiter, surtout pas. Voilà. Donc ça, c'est pour les troubles psycho-affectifs. Alors ensuite, on va passer aux troubles des fonctions instinctuelles. Donc, vous souvenez-vous dans mon graphique, les troubles du sommeil et les troubles de l'alimentation, ça arrivait quand même assez fréquemment, surtout les troubles du sommeil. J'ai plus en tête, mais c'était en 4e ou en 5e position. Et puis les troubles de l'alimentation, c'est fréquent, et puis surtout la dénutrition, c'est quasiment constant hein, dans les maladies neurodégénératives. Alors d'abord le sommeil, je fais un petit rappel sur les stades du sommeil. On a un premier stade qu'on appelle le sommeil lent léger, avec les stades 1 et les stades 2. Le sommeil lent profond, stade 3 et stade 4. C'est le sommeil où l'on récupère le plus. Et ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est le sommeil pendant lequel on rêve. Une nuit normale est constituée de 4 à 5 cycles qui vont donc alterner les stades 1, 2, 3, 4 et sommeil paradoxal. En première partie de nuit, c'est le stade 4 qui va être prépondérant, probablement parce que c'est la phase du sommeil où l'on récupère, donc le patient, quand vous dormez, vous avez besoin de récupérer, donc les premiers cycles vont être peut-être plus riches en stade 4, et puis le sommeil paradoxal va devenir un peu plus
prédominant dans les derniers cycles de la nuit. Alors, pourquoi on appelle ça le sommeil paradoxal? Donc, c'est le sommeil pendant lequel on a une activité onirique, en un mot, pendant lequel on rêve. Et alors, il y a un paradoxe entre le tonus musculaire qui est complètement relâché, sauf dans des maladies, en particulier la maladie à court de Lévy, on a vu ça déjà, et qui contraste avec un enregistrement électrique du cerveau qui est très actif, avec des rythmes alpha, comme un enregistrement de veille. Donc le cerveau pédale à toute vitesse, alors que le corps est complètement relâché. Et les seuls organes qui bougent, c'est les yeux. Donc il y a des mouvements oculaires rapides. Et c'est comme ça que les anglo-saxons appellent ce stade le REM, Rapid Eye Movement. Donc c'est la partie du sommeil pendant laquelle vous rêvez. Le vieillissement du sommeil se traduit donc par une diminution des stades 3 et 4, une tendance à la disparition du sommeil lent profond, ce qui entraîne une baisse de l'efficience du sommeil. Le sommeil est moins réparateur, les patients ont l'impression de moins bien dormir ou moins bien récupérer. Et puis on observe une avance de phase avec un coucher qui va être de plus en plus précoce, souvent avant 21h, comme si l'horloge biologique se décalait, prenait de l'avance en fait. Et évidemment, plus vous couchez tôt, plus vous vous réveillez tôt, avec un réveil précoce, vers 3-4 heures du matin. Et puis on va voir apparaître, ou réapparaître plutôt, un sommeil polyphasique, avec une fragmentation du sommeil, des éveils nocturnes et des phases de somnolence ou même d'endormissement diurne. Je vous rappelle que quand vous êtes né, vous aviez un sommeil très polyphasique. Vous passiez votre temps, comme moi d'ailleurs, à dormir, manger, dormir, manger. Et puis le sommeil petit à petit est devenu biphasique, c'est que vous faisiez une grande nuit de sommeil et une grande sieste. Et puis un jour, enfin vous je sais pas, mais mes enfants, ils ont décidé que fallait plus dormir, c'était nul de faire la sieste. Donc ils arrêtent de faire la sieste. Et puis pendant très longtemps, de nombreuses années, vous pouvez avoir un sommeil monophasique, c'est que vous dormez d'un bloc la nuit, d'une phase. Vous pouvez vous réveiller, mais en général on ne se réveille pas. Et vous êtes capable de tenir une journée entière sans dormir. Et puis petit à petit, le sommeil redevient polyphasique avec des phases, des fragments de sommeil dans la journée, une somnolence diurne. Le vrai trouble du sommeil, en général, c'est pas l'insomnie d'endormissement. C'est pas l'insomnie d'endormissement, c'est ce qu'on observe souvent chez les patients âgés. Ça va être des éveils multiples, alors souvent favorisés par la pollakiurie nocturne, le fait de la nicturie, le fait de se lever, d'avoir envie d'uriner une ou plusieurs fois dans la nuit. On va observer alors dans ces troubles du sommeil une agitation nocturne, une déambulation, évidemment un risque de chute. On va observer des éveils nocturnes qui vont être suivis ou non de réendormissement. Et puis donc on va observer une somnolence diurne, un sommeil polyphasique comme on vient de le voir. Et puis ce qui est très étonnant, ça j'ai pas d'explication, c'est qu'en fonction des patients, alors que le temps de sommeil est quand même assez léger, assez constant, il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs, eh bien on voit avec les maladies neuroévolutives soit une augmentation du temps total de sommeil, soit une réduction du temps total de sommeil. Dans le service, j'ai plusieurs fois observé des patients qui dormaient très peu la nuit et qui ne dormaient pas la journée. Je n'ai pas d'explication. Donc il y a vraiment une modification de la structure du sommeil. On observe également des troubles de l'appétit, donc des troubles du comportement alimentaire. Donc clairement, le problème c'est la réduction de l'appétit, potentialisée par la dépression bien entendu. À l'opposé, on peut voir des hyperphagies et des hyperoralités. Ça, c'est quand même très spécifique de l'atteinte frontale, en particulier de la démence frontotemporale dans son variant comportemental, où effectivement, souvent, ça peut être des présentations très psychiatriques qui peuvent ressembler à une pathologie psychiatrique primaire, mais ce qui doit vous attirer votre attention, c'est l'hyperphagie ou l'hyperoralité, ou les changements du régime alimentaire, ou des préférences alimentaires inhabituelles. On ne voit pas du tout ça dans les troubles psychiatriques. On peut voir des phénomènes de gloutonnerie où le patient mange très vite,
mais peut-être pas cette hyperoralité, peut-être pas ces modifications du comportement alimentaire qui doivent faire évoquer une DFT, démence frontotemporale. Sachez que dans les maladies neurodégénératives, Alzheimer et corps de Lévy, en général, l'amaigrissement est assez constant. Les patients qui sont en fin de course d'une maladie d'Alzheimer sont des patients qui sont très amaigris, très dénutris. Alors, ce qui va vous embêter le plus dans les services, finalement, c'est ce qu'on va appeler ou regrouper sous le terme de manifestations comportementales positives. Positif parce que autant l'apathie vous pouvez passer à côté, autant là ces manifestations vous ne passez pas à côté, hein, c'est très bruyant. Alors c'est l'agitation, l'agressivité, c'est l'irritabilité, l'instabilité, c'est la désinhibition et enfin c'est les comportements moteurs aberrants. Alors l'agitation c'est un symptôme, une manifestation qui est très fréquente, on la retrouve en fonction des études dans 50 et 90% des cas. L'agitation n'est pas synonyme d'agressivité, car l'agitation peut être physique ou verbale, et elle peut être agressive ou non agressive. Ce que l'on peut définir comme agitation, c'est une activité inadaptée par sa fréquence et ou son intensité. Une activité inadaptée par sa fréquence ou son intensité, c'est ce qui va définir l'agitation. Vous voyez, c'est très large. Donc, qui dit agitation dit souvent agressivité. Alors, j'insiste, les patients, surtout les patients Alzheimer, ne sont pas des patients méchants. Et l'agressivité, elle est rarement primaire. Ça arrive, mais c'est rare. Bon, il y a des gens méchants, ça arrive. Donc, on voit des Alzheimer qui étaient méchants, et enfin, c'était des adultes méchants. Enfin, je schématise, hein, mais en général, c'est plutôt ces comportements d'agressivité traduisent plutôt un comportement défensif que va avoir le patient. Et souvent l'agressivité est le fruit de ce que produit l'environnement, soit par la confrontation avec l'agitation des autres patients, soit par une agitation défensive pendant les soins. En d'autres termes, le patient se sent agressé, voire il a peur pendant les soins, en particulier la douche. On peut penser qu'une douche est quelque chose qui peut être ressenti comme très agressif si cet acte n'est pas compris et accepté par le patient. Donc on va observer en fait souvent des comportements défensifs face à un sentiment d'agression. En fait, retenez que l'agressivité c'est plutôt un comportement défensif. Et puis, il peut y avoir des erreurs d'identification, des fausses reconnaissances qui peuvent expliquer ces troubles du comportement. Le deuxième trouble du comportement positif, c'est plutôt l'irritabilité, l'instabilité. Ça, c'est quand même assez fréquent. On le voit même tous les jours. Hein, il suffit d'aller à la poste ou d'aller dans un supermarché pour voir que certaines personnes, on ne va pas parler de patients parce que c'est des gens ambulatoires qui ne sont a priori pas malades, supportent pas d'attendant. Toujours surpris par des patients qui sont retraités, qui n'ont pas beaucoup d'autres activités dans la journée, qui ne supportent pas de faire de queue, qui ne supportent pas d'attendre, et qui essaient de vous passer devant. C'est toujours surprenant ça, de constater. Donc l'irritabilité, l'instabilité, c'est souvent en fait une intolérance à la frustration, à la contrariété, le fait de ne pas supporter d'attendre. Et puis c'est des comportements où le patient va s'emporter immédiatement de façon inadaptée, souvent violente, donc dans tous les cas de façon inadaptée par rapport à la cause. Et on peut également observer une irritabilité pendant la prise en soin ou la prise en charge. Bon, là, on va être très clair, hein, c'est un trouble du comportement pour lequel il n'y a pas vraiment de traitement. Hein, il n'y en a même pas du tout. Donc, oublier les médicaments, va falloir plutôt insister sur la prise en charge non médicamenteuse pour faire accepter les soins et ne pas compter sur les médicaments. Et puis, il y a tous les comportements de désinhibition, donc qui sont en lien avec des atteintes du cortex préfrontal. Plus précisément, en lien avec une atteinte du cortex orbitofrontal, donc très en avant et très à la base du cerveau. Il s'agit probablement d'une rupture de l'équilibre
inhibition. Évidemment par un défaut d'inhibition, c'est-à-dire que les pulsions sont toujours présentes, mais l'inhibition ne fait plus son travail. En fait, on a dans notre culture, dans notre éducation, on met en place une inhibition de certains comportements qui fait que s'il n'y avait pas cette inhibition, on ne pourrait pas vivre en société. Il y a des gestes, des paroles qu'on ne fait pas ou qu'on ne prononce pas parce que ça ne se fait pas, parce que c'est mal vu, parce que c'est interdit, parce que ça va mettre la personne en face en mauvaise situation ou ça va la blesser. Et donc quand vous avez un défaut d'inhibition et que le patient a toujours certaines pulsions, certaines envies, eh bien on peut observer des avances sexuelles, des gestes déplacés, des grossièretés, des propositions. Voilà. C'est très beau, ils sont très jolis, mais on n'a pas le droit d'y toucher. Et si on n'a pas le droit d'y toucher disparaît, eh bien c'est nos limites. C'est-à-dire que le patient n'est plus limité par des règles sociales de bien vivre en société, et c'est ça la désinhibition, probablement. Et puis de temps en temps, on a des éléments plutôt délirants, avec une interprétation délirante ou érotomane. Certains patients qui m'ont expliqué que toutes les aides-soignantes de l'EHPAD étaient amoureuses de lui et ne rêvaient que d'une chose, c'était faire l'amour avec lui. Donc je lui avais dit qu'il avait bien de la chance. Je n'étais pas sûr que c'était réel, mais bon. Difficile à redresser, et bien entendu, quand vous avez cette conviction délirante, oui, voilà. C'est un peu compliqué d'aller contre les avances sexuelles, des gestes déplacés, des propositions inadaptées, parce que pour le patient qui est persuadé qu'effectivement vous ne demandez que ça, vous mesdames, eh ben, ça va être difficile de lui faire comprendre le contraire. Toujours dans la désinhibition, donc on va voir les troubles des conduites sexuelles. Alors en général, les patients ont une baisse de la libido, mais pas toujours. Très étonnamment, dans le service de psychiatrie du sujet âgé, à Reguin, on voit des couples qui se forment, des pulsions qui existent toujours, malgré le grand âge. Et puis de temps en temps, à côté de cette réduction de libido, on voit des phénomènes d'hypersexualité. Donc ça peut vraiment poser problème. Alors on peut le voir dans la maladie de Parkinson et surtout favorisé par les traitements, en particulier ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques, qui peuvent entraîner un trouble du contrôle des impulsions. Et ce trouble du contrôle des impulsions peut entraîner des addictions au sexe, aux jeux d'argent, aux films porno, des addictions alimentaires. Ça peut vraiment poser de gros problèmes. On peut le voir également dans toutes les atteintes frontotemporales, dans les démences frontotemporales, dans leurs variantes comportementales, et dans tous les cas, il s'agit d'une perte des inhibitions. Et puis, cette perte des inhibitions peut entraîner des troubles des conduites sphinctériennes, qui sont sans rapport avec l'incontinence. On ne parle pas d'incontinence, ça va être des mictions ou des exonérations dans des lieux improbables. Ce que je donnais comme exemple, c'est que c'est fréquent, pas quotidien, mais fréquent, qu'un patient vienne pisser sur la porte de mon bureau. Je ne sais pas comment je dois l'interpréter. L'interprétation qu'on en a, c'est que quand le patient a besoin d'uriner, il urine là où il est. Point barre. Pareil pour l'exonération de matière fécale. Donc ça, pareil, c'est la perte de l'inhibition, la perte des règles sociales. Et puis, à l'extrême, on va voir des manipulations de matière fécale. Ça, c'est quand même difficile à accepter quand on est soignant, et encore plus quand on est aidant, je pense. Tout ça, c'est en rapport également avec la régression. Et puis, le dernier, c'est les comportements moteurs aberrants. Alors ça, c'est pas bien gênant. J'ai souvent eu des demandes d'hospitalisation. Je pense que maintenant, il faut dire non, clairement, parce que c'est pas un motif d'hospitalisation. C'est des patients qui déambulent sans but. Alors la déambulation, elle peut être là pour combler un vide. Elle peut être en rapport avec l'anxiété, la perte des repères. Elle peut être une recherche désespérée du domicile, retrouver des repères, ou ça peut être en rapport avec un sentiment d'environnement hostile qu'on cherche à fuir justement. Et bien entendu, le risque de la déambulation, c'est les fugues.
Peut-être pas, parce que le patient a la volonté de fuguer, mais il voit une porte ouverte, il franchit cette porte ouverte, et puis une deuxième porte ouverte, il franchit cette porte ouverte, et c'est comme ça qu'il sort de l'hôpital, de l'UCC ou de l'EHPAD, ou éventuellement de son domicile, et c'est comme ça qu'on le perd. Donc la déambulation nécessite simplement de fermer les portes, et il n'y a pas d'indication à hospitaliser un patient pour déambulation, et encore moins le bourré de risperdal. C'est sûr que quand il sera bourré de risperdal, il ne déambulera plus, il ne fera plus grand-chose non plus, et en tout cas, c'est en aucun cas, voilà, c'est l'indication d'un secteur protégé. Donc, messieurs les médecins coordonnateurs, mesdames les infirmières, très sexiste, hein, comme si tous les médecins étaient des hommes et tous les infirmières étaient des femmes. Donc, collègues infirmières coordonnateurs et infirmiers, médecins coordonnateurs et infirmiers coordonnateurs des EHPAD, veillez à ce que votre établissement est bien en adéquation avec les besoins des patients. Si vous avez un patient fugueur et que vous n'avez pas de secteur protégé, ne prenez pas le patient. Et puis, à peu près la même logique, les compulsions, les stéréotypies. Des patients qui vont compter à haute voix, qui vont avoir des propos répétitifs, des répétitions de gestes ou des répétitions verbales, à l'opposé des cris. C'est souvent un peu la même logique. Alors les cris, évidemment, ça peut être très dérangeant pour l'entourage, mais les médicaments sont vraiment sans effet là-dessus. Et on va finir le cours par toutes les manifestations psychotiques, c'est-à-dire les hallucinations et les idées délirantes. Donc on entre vraiment dans le champ de la psychose. Alors, il faut bien faire la différence entre hallucination et idées délirantes. Et j'ai l'impression que parmi mes collègues soignants, c'est pas toujours très clair, et donc je vais bien définir les choses. L'hallucination, les hallucinations, la définition que l'on doit à Jean-Étienne Esquirol, complétée par Henri Hay, c'est une perception sensorielle sans objet à percevoir. Une perception sensorielle sans objet à percevoir. Donc ça peut toucher les 5 sens. Alors là, je vous ai mis un petit tableau vous avez reconnu, Vincent van Gogh. C'est un ciel pendant une nuit étoilée en Provence. Bon, on a l'impression qu'il a peint ça sous LSD, hein, parce que si effectivement le ciel est aussi torturé que ça, une belle nuit étoilée de Provence, c'est qu'effectivement, Vincent van Gogh devait sacrément avoir d'hallucinations visuelles pour percevoir le ciel de cette façon. Donc je trouve que c'est un bel exemple d'hallucination. Et on sait que Vincent van Gogh avait très probablement un trouble psychotique. Alors, les hallucinations peuvent toucher les 5 sens, comme je vous ai dit, donc auditive, soit acoustico-verbale, donc perception de voix, en général on s'oriente vers la schizophrénie, soit perception auditive plus vague, de la musique, des bruits divers. Alors, les patients décrivent des explosions, des portes qui claquent, comme si on frappait à la porte, ou des bruits de pas, des bruits d'eau. Hallucination visuelle, alors là pareil, il ne faut pas être manichéen, mais visuel, on est plutôt dans le champ de la maladie à corps de Lévy. Hallucination olfactive, perception de mauvaises odeurs. Et puis on peut voir des hallucinations synesthésiques, donc qui vont concerner le toucher, sensation de striction, d'étranglement. Et puis quelque chose de très particulier, syndrome d'Ekbom qu'on verra après. Dans la schizophrénie, les hallucinations sont en général des voix, et des voix qui sont perçues dans la tête, pas dans une oreille, pas à droite, pas à gauche, dans la tête. Et en général, c'est pas sympa. Les descriptions que nous en font les schizophrènes, c'est des voix qui sont insultantes, angoissantes, en général mal tolérées, qui peuvent entraîner des injonctions. Les voix peuvent ordonner aux patients de se jeter par la fenêtre ou de tuer la personne qui est en face d'eux, ce qui peut entraîner ce qu'on appelle un automatisme mental et un vol de la pensée. Et en général, il n'y a pas de critique
C'est-à-dire que l'adhésion à ces hallucinations acoustico-verbales est totale et les patients ne critiquent pas du tout ces hallucinations. Alors que dans la maladie à Cordet-Lévy, les hallucinations sont essentiellement visuelles, elles peuvent être d'autres modalités, mais le critère majeur de l'hallucination dans le corps de Lévy, c'est l'hallucination visuelle. Alors ça peut être des hallucinations de passage, on avait vu ça déjà, hein, avec des sensations de passage d'ombre, des sensations de passage d'animaux ou de personnes. Donc ce qu'on appelle des... Alors c'est des pré-hallucinations, puisque c'est une sensation. La personne ne voit pas véritablement ne voit de temps en temps une personne ou un animal qui passe, mais souvent c'est plutôt des sensations, des passages d'ombre. Ce que l'on voit aussi souvent, c'est des sensations fortes de présence familière. Souvent c'est pas angoissant, c'est même souvent protecteur, ce qu'on appelle le syndrome de l'ange gardien. Il y a quelques jours, quelques semaines plutôt, j'ai vu une patiente qui me disait, alors c'est étonnant, c'était toujours à droite, et elle avait la sensation d'une présence réconfortante qui la protégeait. Alors elle regardait vers la droite, il n'y avait personne. Donc depuis, la patiente a une scintigraphie au 18 F de pas qui est positif. C'est un corps de Lévy. Ça c'est clair, net et précis. On peut voir de temps en temps des illusions visuelles. Alors, des illusions, c'est pas à proprement parler une hallucination, puisque le patient se base sur une vision réelle d'un objet, mais dont l'interprétation va être erronée ou déformée. En fait, le patient peut voir une tache au sol et s'imaginer que c'est un animal, un insecte qui se met en mouvement. Peut voir une forme dans un arbre ou dans le ciel, dans les nuages, et y voir des visages, des personnes. Donc ça, c'est des hallucinations, des illusions visuelles. Ce n'est pas tout à fait des hallucinations. Le vrai critère dans la maladie à Cordet-Lévy, c'est l'hallucination complexe et détaillée, souvent des personnes, moins souvent des animaux, rarement des objets. Et j'en ai eu un il n'y a pas très très longtemps en consultation, qui s'étonnait de voir, mais c'était extrêmement détaillé. Il avait pris un petit papier, il avait tout noté, et il y en avait une page recto verso, donc c'était très 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 détaillé. Il voyait des femmes, nombreuses, toutes habillées d'une grande robe rouge, qui rentraient chez lui. Il voyait d'autres femmes qui étaient ce coup-ci habillées d'une grande robe grise, qui montait sur le toit de sa voisine d'en face. Il voyait des personnages tout petits qui étaient sur le rebord de la fenêtre. Alors, il y avait des rouges, des noirs, ils se battaient entre eux. Il voyait un match de l'OM. Alors, j'étais un peu moqueur en disant oui, c'est pas étonnant, c'est des guignols. Bon, la petite fille m'a tout de suite repris en disant enfin, quand même, on ne plaisante pas avec l'OM. Et donc, les joueurs de l'OM étaient déguisés avec des perruques, où ils étaient déguisés ils avaient des déguisements qui rappelaient des animaux. Bon. Et ce qui l'étonnait, c'était pas tellement de voir tout ça, parce qu'il avait bien compris que c'était pas réel, mais c'était que son cerveau pouvait produire toutes ces hallucinations. C'est ça qui le dérangeait véritablement, parce qu'il avait bien compris que les hallucinations, c'était pas réel, quoi. Et il m'avait dit, d'ailleurs c'est simple, hein, il avait compris le truc, je m'approche, je touche, ça disparaît. C'est exactement ce qu'on conseille aux patients. Approchez-vous, touchez l'hallucination, vous allez voir, elle va disparaître. Et puis dans la maladie à Cordet-Lévy, on décrit le signe de la télévision ou le signe du miroir. Ça, c'est des troubles plutôt de l'hyperfamiliarité où le patient a l'impression que le commentateur ou le journaliste à la télévision s'adresse à lui et sort de la télévision. Le signe du miroir, le patient ne reconnaît pas sa propre image. J'avais un patient qui m'avait dit, c'est drôle, chaque fois que je vais dans ma salle de bain, je tombe nez à nez face à un petit vieux. Ben oui, il y avait un miroir dans la salle de bain, et donc il voyait son image et il pensait que c'était un petit vieux qui était rentré chez lui. Et puis quelque chose de plus
non, c'est pas rare, hein, c'est assez fréquent d'ailleurs, mais quand même assez typique de la maladie à court de Lévy, ce qu'on appelle le trouble de la familiarité, ou le perte de sentiment de familiarité d'un proche. C'est-à-dire que le patient a l'impression qu'il y a un sosie qui a pris la place de son conjoint. En général, c'est le conjoint. Et il y avait une dame qui m'avait dit, en parlant de son mari, qui disait à sa fille, donc le patient disait à la fille, qui c'est la blonde qui fouille dans les placards de ta mère? J'espère que vous me suivez. Le patient disait à sa fille, en désignant son épouse, qui c'est la blonde qui fouille dans les placards de ta mère? C'était évidemment sa femme, mais elle avait perdu ce sentiment de familiarité. Et ça peut être très passager, parce que le conjoint peut se quitter la pièce, revenir dans la pièce, et puis le patient reconnaît à nouveau son épouse, et peut lui dire, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Il y a 5 minutes, il y avait quelqu'un qui était dans la maison qui te ressemblait comme 2 gouttes d'eau, qui était même habillé comme toi. Les hallucinations non psychiatriques, donc qui sont sans rapport avec la psychiatrie, c'est le syndrome de Charles Bonnet. Donc on voit ça chez les patients qui ont une cécité, par exemple une DMLA, ou une cataracte très sévère, ou une baisse très très intense de la vision. Et un peu comme dans le syndrome du membre fantôme, où les gens amputés ont l'impression qu'ils ont des douleurs du gros orteil du membre amputé. Ça, c'est des douleurs neuropathiques. Hein. Eh bien, pareil, le cerveau peut créer ses propres images. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Charles Bonnet. Il y a un équivalent auditif chez les patients sourds ou malentendants. Et puis, il y a quelque chose de très particulier qui n'est pas exceptionnel, qu'on appelle le syndrome d'Ekbom, ou le délire d'infestation, ou le délire dermatozoïque. Les patients qui sont atteints de ce syndrome d'Ekbom sont persuadés, ont la conviction délirante, qu'il y a des petites bêtes. Alors ils les décrivent de façon très précise, ils sont capables d'en décrire la taille, la forme, la couleur, et ils voient ces petites bêtes sous leur peau, et ça entraîne évidemment une démangeaison terrible. Et donc ils vont adopter des manœuvres d'éradication assez extrêmes, de l'alcool, des détergents, le feu, pour éradiquer ces bêtes, parce que ça les dérange vraiment beaucoup. Puis à l'extrême, les bêtes tombent dans la nourriture et ils s'arrêtent de manger. À côté des hallucinations, donc je rappelle, perception sensorielle sans objet à percevoir, vous avez les idées délirantes. Alors, les idées délirantes, donc là je vous ai mis 3 sympathiques personnes qui probablement ont ou avaient des idées délirantes, surtout actuellement, là celui en bas à droite, je pense qu'il est un peu délirant quand même. La définition qui est couramment admise, c'est une conviction erronée, non corrigée par la démonstration, l'expérience ou le raisonnement. C'est-à-dire que le patient est convaincu d'un fait, et vous pouvez lui démontrer par A plus B égale C que ce fait n'est pas vrai, n'est pas réel, ou par le raisonnement ou par l'expérience, l'idée délirante est ancrée. Et la définition du DSM-5 revient à peu près au même. Croyance figée qui ne change pas face à des preuves qui la contredisent. Croyance figée qui ne change pas face à des preuves qui la contredisent. Alors là aussi, hein, on a des délires psychiatriques, bien entendu dans la schizophrénie, où on a volontiers des délires paranoïdes, donc des délires à thématiques mystiques, des thématiques d'influence, parfois alimentés ou souvent alimentés par les hallucinations auditives. À l'opposé du délire paranoïaque, qui est un délire interprétatif, qui se base sur des faits réels, avec des délires de persécution, une conviction inébranlable, crédible, et éventuellement communicative. On peut voir des délires paranoïaques qui s'étendent au conjoint, mais le paranoïaque s'appuie toujours sur un fait réel, indiscutable. Mais c'est l'interprétation de ce fait qui est délirante. On a des délires beaucoup plus fleuris, plus rares, qu'on appelle les délires paraphréniques. Alors ça, c'est pas crédible hein, du tout. Je me souviens d'un patient qui avait
un délire paraphrénique, et qui m'expliquait de façon extrêmement sérieuse qu'il y avait une confédération intergalactique et qu'il y avait un représentant par galaxie. Et que il se trouvait que dans notre galaxie, je l'avais en face de lui, je l'avais en face de moi, c'était lui, il était le représentant de cette confédération intergalactique. Et donc il en avait un petit peu marre, hein, parce que ça lui demandait du boulot, il aimerait bien passer la main à quelqu'un d'autre. Voilà, donc bon, c'est plus amusant qu'autre chose, c'est pas très... Le patient n'était pas très dérangé, mais quand on le branchait là-dessus, c'était... Et puis il y a ce qu'on appelle les psychoses hallucinatoires chroniques. Maintenant on parle plutôt de schizophrénie tardive. C'est souvent des délires à mécanisme hallucinatoire, sans syndrome dissociatif, qui peuvent passer inaperçus. Hein. Et puis dans la dépression, on l'a vu tout à l'heure, on a des délires d'indignité, d'incurabilité, de damnation, des dénégations d'organes, qui sont des délires que l'on voit dans la mélancolie ou dans les dépressions à caractéristiques psychotiques. Là, en général, c'est un marqueur quand même de gravité de la dépression. Les idées délirantes que l'on voit dans la maladie d'Alzheimer, c'est un peu différent. C'est ce qu'on appelle également les eknésies. En fait, on va avoir une réactualisation dans l'instant présent des souvenirs ou d'habitudes du passé. En fait, c'est souvent le passé qui prend la place du présent. Alors, certains appellent ça le plongeon rétrograde. Finalement, c'est des résurgences ou des réminiscences du passé. Ça peut être une confusion entre le passé et le présent, le passé prenant la place du présent. On peut également avoir des flashbacks ou des réminiscences de souvenirs ou de traumatismes anciens, ou des résurgences de souvenirs anciens, de traumatismes de la guerre d'Algérie, de captivité. Moi, j'en vois assez souvent, hein, des patients qui ont... Je ne vois plus beaucoup maintenant des patients qui ont vécu la guerre de 39-45, mais des patients qui ont vécu la guerre d'Algérie et qui ils sont rentrés, ils ont vécu des choses extrêmement traumatisantes. Ils le racontent tous, hein, des scènes d'interrogatoire, des copains qui meurent à leurs pieds, des mutilations, enfin des trucs assez horribles. Et puis ils ont vécu toute leur vie avec ça, ça s'est à peu près bien passé. Et puis avec les maladies neuroévolutives, ça ressort. Ça ressort et ça prend la place. Et puis, il y a des interprétations délirantes de la réalité. Là, c'est plutôt en rapport avec l'amnésie. C'est des patients qui vont perdre un objet et qui vont accuser l'entourage de vol pour expliquer la perte de cet objet. C'est beaucoup plus écologique, quand vous perdez quelque chose, d'accuser votre entourage de vol que d'admettre que vous avez un trouble et que vous l'avez vous-même perdu. Donc c'est beaucoup plus écologique d'accuser les autres de vol. Donc interprétation délirante de la perte d'objet, on m'a volé. Interprétation délirante d'action de l'entourage, on me veut du mal, on veut me faire passer pour folle. Donc voilà, tout ça c'est des... Alors je pense quand même que c'est des idées délirantes, mais le mécanisme n'a strictement rien à voir avec ce qu'on peut voir en psychiatrie. Mais voilà, si l'on reprend la définition de l'idée délirante, conviction erronée, non modifiée, non corrigée par la démonstration, l'expérience sur le raisonnement, voilà, le patient qui vous dit on veut me faire passer pour folle, on me veut du mal, c'est mon aide ménagère qui m'a volé mon porte-monnaie, j'avais mis de l'argent dedans, je le retrouve plus, elle me l'a volé, à chaque fois c'est elle. Voilà, ça c'est... Personnellement, je considère que c'est quand même des idées délirantes, quoi. Parce que on peut pas, c'est pas modifiable. Hein. Alors on finit le topo d'aujourd'hui par une petite vignette. Vignette numéro 2. Une patiente de 85 ans. C'est une patiente qui présente de façon assez tardive des éléments dépressifs et des idées délirantes sur le thème de l'empoisonnement. C'est apparu assez tardivement, à l'âge de 55 ans. Bon, on la diagnostique bipolaire et Parkinson. Bon, voilà.
parce qu'elle a un petit syndrome extra-pyramidal. Alors peut-être que juste on l'a mis sous antipsychotique, elle a mal toléré. Hein. Bon. Et puis, bon, moi je la vois parce qu'elle vient d'entrer dans une EHPAD. Et puis depuis 2 ans, elle a donc vous voyez, les troubles. Elle entre dans la psychiatrie à l'âge de 55 ans, donc un petit peu tardif. Et je la vois 30 ans plus tard, parce qu'elle est convaincue qu'il y a un crime qui a été commis. Alors j'ai appris ensuite qu'effectivement ça s'appuyait peut-être sur un fait divers, qu'il y avait effectivement eu un crime d'enfant à cette époque dans la ville ou dans la région où je travaille, à Digne-les-Bains. Je ne devais pas être là à ce moment-là, tout au moins ça m'a échappé. Et donc elle est persuadée qu'il y a un enfant qui a été tué. Et là où ça se complique, c'est qu'elle est sûre que c'est sa fille qui a tué cet enfant. Et elle élabore un scénario complètement délirant où elle s'imagine qu'il y a un sac Carrefour ou Intermarché, peu importe la marque, dans lequel on a mis cet enfant coupé en morceaux. Alors, je l'interroge à plusieurs reprises. En fait, elle a vu le sac. Mais elle n'a jamais vu, évidemment, un enfant coupé en morceaux dedans. Elle s'est imaginée. Donc, on est plutôt sur une interprétation délirante. Et puis, dans le service, parce qu'on l'a eu dans le service à plusieurs reprises et assez longuement, eh ben, on observe un délire d'amputation, d'exécution. Donc, par exemple, c'est l'heure du goûter. Donc on lui propose de boire un chocolat, de prendre une collation, il est 16h. Elle dit mais j'ai le temps avant l'exécution. On lui dit quelle exécution? Elle dit on doit m'exécuter à 16h30, c'est prévu. Ah ben ça va, c'est dans une demi-heure, j'ai encore le temps de prendre le goûter avant. Donc voilà, c'est un délire quand même, c'est lourd, hein, et en même temps une sorte de détachement émotionnel. Ah ben oui, ben ça va, j'ai le temps de prendre mon goûter avant l'exécution, ça va, je peux. On viendra me chercher quand sera le moment. Et puis, elle parle de cannibalisme, on ne voit pas bien le rapport. Alors tout de suite, on élimine un problème neurodégénératif. La mémoire est normale sur le bilan neuropsychologique. Enfin, les fonctions cognitives sont normales. L'IRM est normal. Vous voyez, j'ai mis des images d'IRM, tout à fait correctes pour une dame de 85 ans. Il n'y a pas d'atrophie, il n'y a pas de vasculaire. Le DaTscan est normal. Donc là, pour le coup, les diagnostics de maladies à cours de Lévy, de maladies de Parkinson, ils en prennent un coup, hein, parce que, bon. Et puis surtout, on essaye tous les médicaments antipsychotiques, antidépresseurs. Rien n'y fait, on n'arrive pas à la traiter. Et puis finalement, on finit par faire une scintigraphie cérébrale au 18 FDG, et la scintille nous dit maladie d'Alzheimer. Alors c'est étonnant parce que on a une patiente qui n'a pas d'atrophie hippocampique, qui n'a pas d'atrophie cérébrale du tout, qui n'a pas de trouble neurocognitif évident, qui est quand même en EHPAD, mais enfin c'est une dame âgée, quoi. Et le scintigraphiste nous dit le profil, le pattern de fixation est très en faveur d'une maladie d'Alzheimer. Donc le diagnostic supposé, hein, parce qu'on n'a pas la preuve, c'est que ce serait une Very Late Onset Schizophrenia-like Psychosis, VLOSLP. C'est un concept qui a émergé dans les années 2000 par un consensus d'experts psychiatres de la personne âgée et qui a défini ce concept de psychose très tardive. Quand je dis très tardive, c'est que ça débute après 60 ou 65 ans. Schizophrénia-like psychosis, donc psychose ressemblant à une schizophrénie, mais c'est pas une schizophrénie parce qu'ils ne sont pas dissociés souvent. Et donc notre hypothèse, c'est que c'était une psychose très tardive qui était décompensée par une maladie d'Alzheimer, qui était présente sur la scintigraphie, mais qui semblait infraclinique sur les épreuves de bilan neuropsychologique. Bon, hélas, depuis, la patiente est décédée et on n'a pas pu avoir son cerveau, enfin c'est compliqué, quoi. Donc on ne sait pas exactement, elle est partie avec ses secrets, quoi. Mais voilà, c'était une patiente qui était très attachante et qu'on n'a vraiment pas réussi
pourtant on s'est donné du mal à la soulager, à soulager ses difficultés. Voilà. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais essayer de repasser sur l'enregistrement. Voilà. Alors, donc c'était notre premier cours de cette série sur les troubles psychologiques et comportementaux de la démence, ou, comme je l'appelle plutôt, les manifestations neuropsychiatriques. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé d'abord. Je vais très prochainement enregistrer le second cours avec le reste du programme. Et voilà, vous pouvez retrouver tous ces cours, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc je dis à mes collègues, à mes amis de l'IFSI, à mes futurs infirmiers en 3e année, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt. Et aux autres, voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous plaît. Voilà. Donc, je vous dis très bonne soirée. À bientôt. Ciao.